Chunk 1. Vos paroles soient, Monsieur Gangling. Dans quelle catégorie classeriez-vous ces montagnards? Plus animaux comme, à quel point? 1965, Pernell Roberts a fait quelque chose qui a choqué l'Amérique. Il a quitté la plus grande émission de télévision à son apogée. Bonanza l'a rendu riche et célèbre, mais il a dit que c'était un broyeur qui l'a envoyé voir un médecin pour obtenir de l'aide. Ce que les fans ne savaient pas était plus sombre. Derrière son sourire de cow-boy se cachait un homme qui s'effondrait mentalement. Il a refusé des millions de dollars et est devenu l'acteur le plus détesté d'Hollywood du jour au lendemain. Ses co-stars ont cessé de lui parler. Les réalisateurs ont refusé de l'embaucher. Mais ce n'était même pas sa plus grande tragédie. Ce qui est arrivé à sa famille le hanterait à jamais. Pernell Elvin Roberts Jr. est né le 18 mai 1928 à Waycross, Géorgie, une petite ville où personne ne s'attendait à ce qu'un garçon grandisse et poursuive la gloire. Son père gagnait sa vie tant que vendeur de Dr Pepperroot, tandis que sa mère s'occupait de leur maison. Il était leur seul enfant et dès son plus jeune âge, il s'est démarqué. À seulement 9 ans, il a construit son propre théâtre de marionnettes et a organisé des spectacles dans la cour qui laissaient sourire les voisins murmurer. Il se disputait aussi avec les professeurs d'école du dimanche, ce qui choquait beaucoup de gens dans le Sud conservateur. Les gens ont commencé à remarquer son esprit curieux et ses manières franches. Et tandis que certains y voyaient une promesse, d'autres craignaient qu'il ne corresponde jamais au moule attendu de lui. Adolescent dans les années 1940, il a montré une autre facette de lui-même. Il jouait du cor français dans l'orchestre de son lycée, un choix inhabituel pour un garçon dans la Géorgie rurale. Il avait un don pour la musique, mais il aimait aussi la scène. Dans les pièces de théâtre de l'église, il tenait souvent des rôles principaux, et lorsque les spectacles de l'USO traversaient la ville pour divertir les troupes, il était là, chantant avec une voix de baryton profonde qui attirait l'attention. Tranquillement, il remplissait des cahiers de monologues et rêvait d'Hollywood. À 15 ans, il a dit à ses amis qu'il prévoyait d'y arriver un jour. Un rêve que peu croyaient possible pour quelqu'un de Waycross. Après le lycée 1945, Roberts est entré à Georgia Tech, l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du Sud. Chunk 2, ses parents pensaient que c'était le début d'un avenir sûr. Mais le rêve n'a pas duré. 2 semestres, il avait échoué. Il a séché les laboratoires, s'est heurté aux professeurs et semblait se soucier plus d'autres intérêts que de ses cours. Dans une ville où peu de jeunes hommes fréquentaient même l'université, son échec est rapidement devenu le sujet des commérages. Sa mère a été vue train de pleurer. Son père avait l'air vaincu et les voisins murmuraient qu'il avait gâché sa chance d'une bonne vie. Mais Roberts ne voyait pas cela comme la fin. Il avait déjà décidé qu'un autre type d'avenir l'attendait. À 18 ans, mai 1946, il s'est enrôlé dans le corps des marines des États-Unis. Plutôt que de voir le combat, il a joué du tuba et du cor dans la fanfare du corps des marines, se produisant dans plus de 150 défilés et cérémonies pendant 2 ans. La discipline de la vie militaire l'a changé. Plus tard, il a dit que les Marines lui avaient enseigné la discipline, l'intégrité et une sorte d'obstination qui l'emporterait dans sa carrière. Il a également risqué de s'éclipser pendant un congé pour auditionner à New York, sachant qu'il pourrait être puni s'il était pris. Quand il a quitté les Marines 1948 avec une décharge honorable, il était plus dur, plus déterminé et prêt à poursuivre la scène plus sérieusement. Roberts a de nouveau tenté l'université, cette fois à l'Université du Maryland, mais les livres et les salles de classe n'ont pas pu retenir son attention longtemps. Il s'est jeté dans le département de théâtre, prenant des rôles dans toutes les pièces qu'il pouvait. 1949, il a joué dans Hall et est également apparu dans Antigone, tombant amoureux du théâtre classique. Il assistait rarement aux cours et, une fois de plus, il n'a jamais terminé ses études. Pourtant, pendant que ses camarades de classe se plaignaient des examens, il cherchait des théâtres à Washington, D.C. pour des auditions, convaincu que l'échec scolaire ne devait pas le définir. Les années qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de sa vie. De 1946 à 1955,
Roberts a jonglé avec une longue liste d'emplois juste pour rester à flot. Il a travaillé comme boucher, garde forestier, riveture de chemin de fer et même comme apprenti pour l'Atlantic Coastline Railroad. Parfois, il occupait plus d'un de ces emplois difficiles à la fois simplement pour payer le loyer. À l'âge de 27 ans, il avait déjà échoué plus d'une fois à l'université, passé 2 ans dans les Marines et n'avait toujours pas percé dans le métier d'acteur comme il l'espérait. Il a admis plus tard que, 1950, toutes ces luttes lui avaient appris quelque chose d'important, que le véritable objectif comptait plus pour lui que la sécurité financière. 1950, il a trouvé sa voie dans la Arena Stage Company de Washington, D.C. La vie là-bas était loin d'être glamour. Les audiences pouvaient être inférieures à une douzaine de personnes. Chunk, 300. Les théâtres étaient un courant d'air et la paix couvrait à peine la nourriture. Il partageait souvent de minuscules appartements ou même dormait coulisses. Il a joué dans des pièces comme The Adding Machine de Firebrand et Faith of Our Fathers, sautant parfois entre 3 productions une seule semaine. C'était épuisant, mais Roberts a dit que ces années souterraines avaient renforcé ses compétences et sa résilience. Entre 1951 et 1953, il a finalement commencé à s'élever avec Arena Stage. Il a joué Patrouillot dans La Mégère apprivoisée et est apparu dans La Nuit des Rois, Ménagerie de verre et L'importance d'être constant. Il a joué dans plus de 200 spectacles un an, attirant l'attention des critiques. Pour la première fois, il semblait que sa persévérance pourrait porter ses fruits. 1955, il a pris son plus grand pari jusqu'à présent. Il a déménagé à New York pour faire ses débuts à Broadway dans Tonight in Samurand. C'était un risque. Il avait économisé chaque centime qu'il pouvait, sachant que si la pièce échouait, il pourrait devoir retourner au travail acharné. La première a eu lieu le 16 février 1955. Les critiques étaient mitigées et après le spectacle, Roberts a admis qu'il avait envisagé d'arrêter complètement le métier d'acteur. Mais l'exposition de Samarand a ouvert de nouvelles portes juste au moment où il avait le plus besoin. La même année, sa chance a finalement tourné. Engagé dans une production off-Broadway de Macbeth, Roberts a livré une performance si puissante qu'il a remporté le Drama Desk Vernon Rice Award du meilleur acteur. C'était un honneur extraordinaire pour quelqu'un d'encore si nouveau sur la scène professionnelle. Le succès l'a emmené dans Roméo et Juliette, où il a joué Maruscio. Soudain, les critiques criaient son nom et 1956, il était considéré pour des rôles majeurs. Mai 1956, Pernell Roberts a fait un geste audacieux dans sa carrière à Broadway lorsqu'il est monté sur scène au Martin Beck Theatre, à seulement 3 pâtés de maison de Times Square. La pièce s'appelait The Lovers et sa co-star était une actrice alors peu connue nommée Joanne Woodward. 2 ans, elle deviendrait une légende hollywoodienne, remportant un Oscar pour Les 3 visages d'Ève. La pièce a débuté le 10 mai 1956, mais a fermé de façon choquante après seulement 4 représentations le 12 mai. Une course aussi courte pour une production de Broadway était presque inouïe, surtout avec un tel talent sur scène. Situé dans la France du XIIIe siècle, Roberts a joué Ostrich Dillrock. Et bien que la pièce se soit terminée rapidement, elle a attiré l'attention des critiques et des dépisteurs d'Hollywood. Pour Woodward, c'était un tremplin vers la célébrité. Pour Roberts, c'était l'attention dont il avait besoin pour commencer à se tailler une place à la télévision et au cinéma. L'année suivante, 1957, Roberts est retourné sur scène dans un clairière dans les bois. Cette fois aux côtés de Kim Stanley, l'une des actrices de méthode les plus féroces de son temps. L'approche de Stanley était si intense qu'elle restait dans son personnage sur sa scène et dehors. Les répétitions étaient imprévisibles et des histoires de coulisses circulaient sur des disputes nocturnes et des affrontements créatifs. Chunk 4. Roberts, qui avait été formé au jeu classique, s'est retrouvé collision avec le style brut et immersif de Stanley. Sa volatilité émotionnelle était légendaire et la tension entre eux est devenue le sujet de murmures parmi la presse et l'équipe.
Malgré les difficultés, la pièce a renforcé l'image de Roberts tant qu'acteur sérieux prêt à endurer les conflits au nom de l'art. La même année, il a approfondi sa réputation, s'immergeant dans le théâtre classique. Au American Shakespeare Festival, il a joué Petruchio dans La Mégère apprivoisée, a joué dans Mesure pour mesure et Le Roi Jean, et a joué Antonio dans la tragédie violente de John Webster, La Duchesse d'Amalfi. Contrairement à beaucoup de ses pairs, Roberts n'a pas seulement barboté dans Shakespeare, il l'a embrassé pleinement. Ses performances se sont démarquées par leur force et leur profondeur, et les critiques ont salué sa polyvalence. Les productions étaient audacieuses, particulier La Duchesse d'Amalfi, où presque tous les personnages ont connu une fin brutale au rideau final. Cette période de maîtrise 1957 l'a distingué dans un Hollywood plus intéressé par un succès commercial rapide que par l'art classique. 1958, Roberts a fait sa première apparition au cinéma hollywoodien dans Désir sous les ormes, une adaptation de la pièce d'Eugene O'Neill, aux côtés de Sophia Loren et Anthony Perkins. Il a joué Peter Catt, l'un des fils conflits se battant pour l'héritage familial. Le film avait été tourné au printemps et à l'été 1957 et a été présenté première au début de 1958. La transition de la scène à l'écran a été un choc. Roberts, habitué à l'immédiateté du théâtre vivant, s'est maintenant retrouvé à attendre des heures sous des lumières chaudes, à répéter pour les caméras et à recevoir peu de commentaires. L'isolement et le manque de contrôle ont été difficiles pour lui. Pourtant, le film lui a donné un baptême dramatique à Hollywood. Son intrigue controversée de passion, de trahison et de meurtre a ajouté encore plus de pression, mais il a fini par obtenir une nomination aux Oscars pour la meilleure cinématographie. La même année, Roberts est entré dans le genre le plus durable d'Hollywood avec The Sheepman, co-vedette Glenn Ford et Shirley Mlan. L'histoire suivait un éleveur de moutons conflit avec des éleveurs de bétail avec Roberts dans le rôle du méchant. Le film équilibrait le drame avec l'humour et est devenu un succès au box-office. 1959, il a suivi avec Ride Lonesome, un western psychologique avec Randolph Scott. Roberts a joué le hors-la-loi Sam Boone, et le film est devenu emblématique pour ses thèmes matures et ses personnages complexes. Ironiquement, ses succès l'ont piégé dans le moule occidental. Hollywood a commencé à le voir presque exclusivement comme un matériau de cow-boy, une étiquette qu'il a secrètement ressentie mais dont il ne pouvait pas s'échapper. 1959, Roberts a auditionné pour un nouveau western de NBC qui était filmé couleur, ce qui était encore rare dans les foyers américains. Moins de 50 000 foyers possédaient même un téléviseur couleur à l'époque, sur des dizaines de millions à travers le pays. NBC pensait que l'émission pourrait aider à stimuler les ventes de téléviseurs couleur RCA et ils ont investi un montant étonnant de 100 000 $ dans chaque épisode. Roberts a été choisi aux côtés de Lauren Green, Michael Landon et Dan Blocker. Bien qu'il ne soit pas sûr de rejoindre un autre western, il a été attiré par l'ambition du projet et a signé un contrat de 6 ans. Son personnage, Adam Cartwright, a été écrit comme l'aîné et le plus éduqué des frères. Chunk 5 Roberts l'a transformé une figure réfléchie, un ingénieur architecture diplômé de l'université qui a servi de voix de la raison dans la famille. Il a apporté sa formation scénique dans le rôle, donnant à Adam une profondeur rarement vue dans les westerns télévisés. Les scénarios demandaient souvent à Adam de débattre de l'éthique et d'évaluer les coûts de la violence, un contraste frappant avec les intrigues plus axées sur l'action donnée à ses frères. Le public l'a remarqué. Les sondages des 2 premières années de l'émission ont révélé que les épisodes centrés sur Adam attiraient des codes d'écoute plus élevés, particuliers parmi les femmes et les téléspectateurs instruits. Les critiques l'ont même qualifié de cow-boy intellectuel. Lorsque Bonanza a été diffusé pour la première fois le 12 septembre 1929, il est rapidement devenu un phénomène.
Lors de sa deuxième saison, l'émission s'est déclassée dans le top 20 avec une cote Nielsen de 24,8, ce qui signifiait que près de 12 millions de foyers se branchaient chaque semaine. 1961, c'était la deuxième émission du pays. Roberts était soudainement l'un des visages les plus reconnus à la télévision. Le bureau de NBC à New York a reçu plus de 20 000 lettres par mois qui lui étaient adressées et les magasins vendaient des chapeaux. Adam Cartwright pour enfants. L'attention, cependant, était accablante. Roberts, un homme discret, a admis plus tard que la gloire l'avait déconcerté et qu'il aspirait à la vie tranquille qu'il avait avant de devenir le grand frère préféré de l'Amérique. Coulisses, la chimie de la distribution à l'écran masquait souvent de réelles tensions. Au début, Roberts partageait des dîners et des rires avec Greene, Landon et Blocker. Mais au fil des années, les désaccords créatifs ont mis à rude épreuve ces liens. Roberts était franc au sujet de la qualité des scénarios et des problèmes sociaux, protestant une fois contre l'utilisation d'acteurs blancs pour jouer des rôles amérindiens. Son honnêteté brutale s'est heurtée à Landon, qui gagnait puissance tant qu'écrivain et producteur de l'émission. Les deux hommes sont devenus rancuniers l'un envers l'autre, Roberts critiquant le jeu de Landon et Landon bavardant sur Roberts dans les talk shows. 1962, Pernell Roberts vivait une bataille secrète que peu de fans de Bonanza auraient pu imaginer. Il jouait l'aîné des Cartwright, un rôle qui a fait de lui un nom familier. Mais derrière les caméras, il s'effondrait. La pression était devenue si forte qu'il l'a admis des années plus tard. La chose est devenue un véritable broyeur mentalement pour moi. J'ai même consulté un médecin pour obtenir de l'aide. Au début des années 1960, il était presque inouï qu'une vedette masculine de la télévision parle de santé mentale. Mais Roberts n'a pas caché à quel point il souffrait. Il a avoué « J'étais bouleversé dès que j'arrivais au travail. Ce n'est pas une façon de vivre. » Entre 1962 et 1964, son état est devenu si grave qu'il a demandé l'aide d'un professionnel, sachant que cela pourrait nuire à sa réputation. Son honnêteté a révélé à quel point la machine à télévision pouvait être dommageable, même pour l'une de ses étoiles les plus brillantes. Chunk, 6. 1965. Roberts avait 37 ans. Mais le scénario de Bonanza le forçait toujours dans le rôle d'un fils obéissant. Il a décrit l'expérience comme 6 saisons de se sentir comme un putain d'idiot, à se promener comme un adolescent d'âge moyen, disant « oui, paix, non paix ». À une époque où les acteurs ne critiquaient presque jamais une série à succès public, Roberts a choqué la presse qualifiant son dialogue de carrément dégoûtant. Un tel dialogue pour un homme adulte. Il estimait que le rôle était étouffant, réduisant son travail à mémoriser des lignes au lieu d'un véritable jeu d'acteur. Son aveu brutal a ouvert une fenêtre sur un problème plus vaste à la télévision. Comment le talent sérieux était souvent gaspillé dans des rôles répétitifs qui n'offraient aucune croissance ou défi. 1963, Roberts a rendu sa déception encore plus claire. « Je n'ai pas grandi du tout depuis le début de la série. J'ai un rôle impuissant. Partout où je me tourne, il y a l'image du père. » Bonanza avait déjà produit plus de 200 épisodes, mais Adam Cartwright est resté le même. Chaque intrigue le maintenait sous l'ombre de son père, le laissant frustré et agité. Même si NBC lui versait plus de 10 000 $ par épisode, ce qui vaut plus de 90 000 $ aujourd'hui, Roberts croyait que quitter était une plus grande victoire que de rester. Il a admis que le manque de croissance pesait plus lourdement sur lui que la fortune à laquelle il renonçait. NBC, déterminé à le garder, l'a enfermé dans un contrat pluriannuel strict. Il a payé un montant record de 10 500 $ par épisode, près de 693 000 $ pour la saison 1965-66, mais il l'a également empêché d'accepter tout autre travail extérieur. Roberts a comparé cela à être un prisonnier avec des menottes artistiques. Il ne pouvait pas accepter de rôle au cinéma ou des projets pas théâtraux à un moment où il souhaitait le plus la liberté créative. Les initiés d'Hollywood ont été stupéfaits lorsqu'il a choisi de s'éloigner de tout cet argent.
Mais Roberts a clairement indiqué qu'aucun salaire ne pouvait compenser la perte de son identité artistique. Sa détermination à changer les choses a souvent conduit à des affrontements avec les producteurs de l'émission. Roberts a insisté pour des intrigues plus profondes, un dialogue plus réaliste et même un mariage pour Adam Cartwright, mais ces demandes ont été rejetées. Il biffait parfois des lignes dans ses scénarios ou refusait de mémoriser des discours qu'il jugeait inutiles. Le producteur David Dittor a admis plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir écouté les idées de Roberts. Pourtant, son refus de compromettre, lui, a valu une réputation de difficile et a rendu les dirigeants d'Hollywood méfiants à son égard. 1965, NBC lui a offert l'une des offres les 16 sur les plus riches de la télévision. 10 500 $ par épisode avec des redevances complètes, ce qui l'aurait rendu millionnaire à plusieurs reprises. Ses co-stars ont signé sans hésitation, mais Roberts a refusé. Beaucoup ont prédit un suicide professionnel. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit que l'argent seul ne valait pas la peine de sacrifier son intégrité. Chunk 7, la presse a suivi de près l'histoire, étonné que quelqu'un puisse rejeter une telle sécurité et une telle renommée. Son dernier épisode, Dead and Gone, a été diffusé le 4 avril 1965 et a stupéfié des millions de téléspectateurs. Bonanza avait été l'émission la mieux cotée cette année-là, avec 20 à 25 millions d'Américains regardant chaque semaine. L'intrigue portait un lourd sentiment de perte et l'absence de Robert par la suite a créé un choc national. Les journaux ont rapporté des déluges de lettres de protestation et d'appels de fans qui se sentaient trahis. Certains ont même organisé des campagnes exigeant son retour. Pourtant, au lieu de donner à Adam un adieu dramatique, les scénaristes ont simplement expliqué qu'il avait déménagé. Parfois, ils disaient qu'il était Europe ou sur la côte Est ou Californie. Les explications vagues ont laissé les fans insatisfaits. Et même sa co-star Dan Blocker souhaitait qu'ils aient donné à Adam une vraie fin, disant que cela aurait permis à la famille de pleurer. Après son départ, Roberts a déclaré aux journalistes « Je suis juste désolé de ne pas avoir pu me sortir de mon contrat et partir plus tôt. » Cette déclaration a irrité NBC et d'autres producteurs, et bien qu'aucune liste noire officielle n'ait été annoncée, sa carrière a souffert. Les rôles se sont rapidement taris et ses jours tant que tête d'affiche de la télévision ont semblé terminés. Pendant des années, Hollywood l'a traité comme un risque, craignant son refus de jouer le jeu avec le système des studios. De 1965 à la fin des années 1970, Roberts a vécu dans l'ombre d'Adam Cartwright. Les agents de casting ont continué à le voir comme le fils de Bonanza, lui offrant des rôles qui ressemblaient à des copies du personnage qu'il avait laissé derrière lui. Il a admis une fois « On m'offrait des emplois, mais c'était tous des rôles, comme Adam Cartwright. » Pendant cette période, il a refusé des contrats valant des millions, dont un valant 3 millions de dollars au milieu des années 1960, ce qui équivaut à au moins 25 millions de dollars aujourd'hui, parce qu'il ne voulait pas répéter le même rôle. Mais le sacrifice lui a laissé moins d'opportunités. Et il est souvent retourné au travail scénique où la paie était modeste, mais les performances lui donnaient un sens. Il a essayé de se réinventer à travers des films étrangers. 1969, il a joué dans Four Road Out, filmé Espagne, et l'année suivante dans Tibetana, une comédie d'aventure que les critiques ont qualifiée plus tard de confuse et mal écrite. Aucun des deux films n'a eu de succès. Et 1972, sa tentative de devenir une star internationale s'était effondrée. Certaines impressions de Tibetana ne circulaient que dans des copies de mauvaise qualité vendues dans les marchés aux puces européens. Au lieu de rompre avec son image télévisée, ces films l'ont poussé davantage dans l'obscurité. La vie personnelle de Roberts pesait autant que ses luttes professionnelles. À 23 ans en 1951, il a épousé Vera Murray, une professeure de théâtre. Leur fils, Jonathan Christopher, est né la même année. La poursuite par Robert de Rôle à Broadway, cependant, l'a éloigné de sa famille. 1953, ils vivaient déjà séparés et le mariage s'est terminé 1959, juste avant sa renommée de Bonanza.
Des décennies plus tard, la tragédie a frappé lorsque Jonathan est mort dans un accident de moto à l'âge à l'âge de 38 ans. 38 ans, c'est 1939. Robert ne s'est jamais complètement remis de la perte. 1962, il s'est remarié, cette fois avec Judith Anna Léré. Leur mariage a été discret, avec peu d'attention de la part de la presse, mais la pression de ses difficultés professionnelles a fait des ravages et ils ont divorcé 1971. Le schéma s'est répété 1972 lorsqu'il a épousé Karanak. Chunk, 8. Ce mariage a duré plus de 2 décennies, apportant la stabilité, même si Hollywood s'est largement détourné de lui. Carrara l'a soutenu pendant des années de petites productions théâtrales et d'apparitions à la télévision et ensemble, ils ont fait face à la profonde tristesse de la perte de Jonathan. 1965, Pernell Roberts a fait un choix qui aurait pu tout lui coûter. Il a rejoint les marches de Selma à Montgomery pour les droits de vote. Marchant épaule contre épaule avec Martin Luther King Jr., Harry Belafonte, Joan Baez et Dick Gregory. La marche a couvert 54 miles de Selma à Montgomery, Alabama, à travers les menaces violentes des ségrégationnistes et l'hostilité du gouvernement de l'État. Le 7 mars 1965, un jour qui est devenu connu sous le nom de Bloody Sunday, plus de 600 marcheurs pacifiques ont été brutalement attaqués par des soldats de l'État. Roberts, bien que déjà une star de la télévision, a fait face au même danger que tous les autres marcheurs. Menaces, harcèlement et le risque très réel d'être mis sur liste noire par Hollywood. Sa décision de se présenter personne a donné à la marche plus d'attention nationale et de soutien moral. Il ne parlait pas des droits civiques depuis la sécurité d'un studio. Il risquait sa carrière et sa sécurité. Ce n'est que quelques mois plus tard que la loi sur les droits de vote a été adoptée, une victoire qui a prouvé à quel point le courage et la visibilité pouvaient être puissants dans une lutte aussi dangereuse. Ce même courage s'est reporté dans ses batailles avec NBC. Pendant son temps sur Bonanza, Roberts est devenu furieux de la façon dont les acteurs blancs étaient choisis dans des rôles amérindiens et asiatiques, peints avec un maquillage offensant pour passer pour des personnages qu'ils n'étaient pas. C'était une pratique largement connue sous le nom de Yellowface et Redface. Roberts a refusé de rester silencieux. Il a exigé que le réseau commence à embaucher de vrais acteurs amérindiens et asiatiques pour ses rôles. Il a même proposé une intrigue où son personnage épouserait une femme amérindienne jouée par une actrice noire. NBC a rejeté l'idée d'emblée. Se lever si publiquement a eu un coût. Roberts s'est fait des ennemis au réseau et parmi les producteurs conservateurs, et il a mis son propre rôle principal en danger alors que sa carrière était à son apogée. Mais son combat a forcé l'industrie à examiner de plus près la façon dont elle traitait la diversité. Même si le changement réel est venu lentement et aux dépens personnels de Roberts. 1968, après l'adoption de la loi sur le logement équitable, Roberts a de nouveau montré qu'il ne se contentait pas de prononcer des discours ou de prêter son nom. Il a comparu devant l'Assemblée californienne pour témoigner faveur de lois strictes qui mettraient fin à la discrimination en matière de logement. Il a rejoint des piquets de grève et a risqué la violence policière et l'arrestation se promenant dans des quartiers où les tensions raciales étaient vives. Son témoignage était brutal et profondément personnel. Il a dit aux législateurs que les mots ne suffisaient pas. Le véritable test du caractère, a-t-il dit, étaient les choix qu'une personne faisait et les risques qu'elle s'était prête à prendre public. Son implication a prouvé à Hollywood que l'activisme des célébrités pouvait signifier plus que des occasions de prendre des photos. Chunk 9. Pour Roberts, cela signifiait être sur le front. Tout cela a eu un prix élevé. Au sommet de sa carrière, NBC lui a offert 1 500 $ par épisode de Bonanza, un montant valant près de 100 000 $ avec l'argent d'aujourd'hui. Il a refusé et est parti. Hollywood l'a qualifié de difficile et peu fiable, et les directeurs de casting ont cessé d'appeler. Les rôles principaux, qui auraient dû être les siens, ne sont jamais venus.
Alors que ses co-stars bâtissaient des fortes, des s'assassaient des fortunes et s'fastaient de l'influence, Roberts est devenu un paria dans une industrie qui valorisait le silence et la conformité. Pourtant, beaucoup l'admiraient pour avoir risqué sa carrière au nom de ses convictions. Son sacrifice a montré aux générations suivantes d'acteurs et de militants que la véritable intégrité exigeait souvent de véritables épreuves. Pendant plus d'une décennie après avoir quitté Bonanza 1965, Roberts s'est retrouvé largement exclu de la télévision. Il a admis ouvertement, 1969, qu'il n'avait pas été confronté à des offres parce que l'occasion ne s'était tout simplement jamais présentée. La même année, cependant, il a été choisi dans Trapper John, MD jouant le Dr. Trapper John McIntyre. Le rôle lui a donné une deuxième chance de devenir une star après 14 longues années sans rôle principal. Il avait 51 ans, un âge où la plupart des acteurs disparaissaient de la télévision, mais cette fois, il a trouvé la rédemption. La série lui a permis de se réinventer, et le moment ne pouvait pas être plus important. Le pari a porté ses fruits. 1941, Roberts a été nominé pour un Emmy pour l'acteur principal exceptionnel dans une série dramatique, sa première reconnaissance de ce genre depuis le sommet de Bonanza. À la 33e cérémonie des Emmy Awards, il s'est tenu aux côtés de Larry Hagman de Dallas, Daniel J. Travant de Hill Street Blues, Edward Asner de Lou Grant et Louis Gossett Jr. de Palmerstown. Bien qu'il n'ait pas gagné, la nomination elle-même était une justification après des années de rejet. Cela a prouvé que le talent et la persévérance pouvaient triompher sur des années de rejet. Trapper John, MD, a continué à fonctionner pendant 7 saisons réussies du 23 septembre 1969 au 4 septembre 1986. Roberts a joué dans 151 épisodes, plus du double du temps où le personnage original de Trapper John avait été dans MASH. Les critiques ont attribué le succès de la série à la profondeur et à la chaleur que Roberts a apporté au rôle. L'émission mélangeait des mystères médicaux et des dilemmes éthiques avec sa présence constante, tant que chirurgien-chef à l'hôpital San Francisco Memorial. Pour Roberts, c'était l'occasion de dépasser son image d'Adam Cartwright et de se connecter avec une nouvelle génération de téléspectateurs. Mais sa vie personnelle a été frappée par la tragédie 1989 lorsque son fils unique, Jonathan Christopher, est mort dans un accident de moto à seulement 37 ans. Chunk, 10. Jonathan était né octobre 1951 et était très proche de son père malgré la carrière exigeante de Roberts. L'accident l'a dévasté. Roberts n'a jamais parlé publiquement, gardant son chagrin privé. Des amis ont dit plus tard que la perte avait brisé son sens du but et était resté le chapitre le plus sombre de sa vie. Les détails de l'accident n'ont jamais été largement partagés, ajoutant au silence que Roberts a choisi de garder alors qu'il portait son chagrin. Au début des années 1990, Roberts a apporté une dernière contribution à la télévision tant que narrateur de FBI, The Untold Stories, qui a été diffusé de septembre 1981 à juin 1993. L'émission a dramatisé de véritables affaires du FBI, utilisant des images d'actualité et de surveillance réelle, ainsi que des reconstitutions. La voix de Roberts a fourni les conseils constants dont la série avait besoin. C'est devenu son dernier rôle majeur et lorsque l'émission s'est terminée, après 2 saisons, il s'est retiré discrètement de la vie publique. Roberts a retrouvé l'amour 1997 lorsqu'il a épousé le docteur Eleanor Criswell, une psychologue et universitaire respectée. Leur amitié s'est transformée en amour après la perte de son premier mari dans un accident de la route. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais leur mariage a donné à Roberts la paix et le soutien dans ces dernières années. Eleanor l'a soutenu pendant sa santé déclinante, devenant sa plus grande source de force. 2007, Roberts a reçu un diagnostic de cancer du pancréas à l'âge de 69 ans. Même alors, il a combattu la maladie avec détermination pendant près de 3 ans. Bien que les taux de survie à la maladie soient sombres, seulement environ 10% des patients ont vécu plus de 5 ans après le diagnostic, et les chances étaient encore pires alors.
Avec Eleanor à ses côtés, il a enduré des traitements douloureux et a continué à affronter la vie avec dignité jusqu'au 24 janvier 2010, date de son décès à l'âge de 41 ans. Au moment de son décès, Roberts portait le poids d'être le dernier Cartwright survivant de Bonanza. Dan Blocker était décédé 1972, Lauren Green 1987 et Michael Landon 1991. Il s'est parfois présenté plaisantant comme Purnell, le dernier, Roberts. Mais la vérité était remplie de tristesse. Être le dernier lien vivant avec l'une des familles les plus aimées de la télévision a apporté plus de solitude que de fierté. Lorsqu'il est décédé dans sa maison de Malibu, Eleanor était à ses côtés, s'assurant que ses derniers instants étaient paisibles. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, rappelant au monde un acteur qui s'était éloigné de la gloire selon ses propres conditions et avait payé le prix de l'intégrité. Avec lui, la télévision a perdu non seulement le dernier Cartwright, mais un homme dont l'histoire de vie était aussi puissante que n'importe quel rôle qu'il ait jamais joué.